Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir tout le monde, dimanche soir 19h, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui a la meilleure programmation du YouTube Game, et ça vous le savez, c'est pour ça que vous êtes là tous les soirs en live sur Géopolitique Profonde. Vous continuez à en parler, vous mettez évidemment les pouces, vous envoyez ça à tous vos amis. Ce soir, grosse exclue Géopolitique Profonde, on a l'ami Xavier Poussard, directeur de publication de Faits et Documents. Faits et Documents, vous connaissez tous, c'est ça, voilà, je l'ai là. Eh ben, c'est une feuille qui, ou je dirais une lettre, disons plutôt, qui ne vit que de scoops. Voilà. Ils ne font que des scoops, des vrais scoops que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et ce soir, on va parler avec Xavier d'Hanouna, bien sûr, d'émeutes aussi un peu, mais à la fin, une petite surprise. On va faire un peu de Jean-Michel, n'est-ce pas, cher Xavier? Comment vas-tu d'abord? Bonsoir Mike, bonsoir à tous, merci de l'invitation. C'est un grand plaisir parce qu'on te voit nulle part ailleurs. On te voit d'abord chez Monsieur Soral, que j'ai eu d'ailleurs la chance d'interviewer. Pour le coup, j'en suis très content. Et donc là, que tu viennes chez nous, c'est vraiment une exclue. Et pour le coup, je t'en remercie. Bah écoute, on s'était dit il y a de ça 1 an et demi qu'on ferait une émission ensemble, et à chaque fois on l'a repoussé, et puis là c'était l'occasion, donc je suis vraiment heureux d'être ici. Dis-moi, Faits et Documents, qui a été créé par Emmanuel Ratier, qui fait de la vraie information, qui d'ailleurs n'a jamais été, je crois, condamné pour diffamation, pour fausse info. D'ailleurs, j'imagine que ça doit être une fierté, ça, non? Alors, Faits et Documents, c'est une lettre confidentielle d'information qui a été fondée en 1996. Donc, c'est une lettre confidentielle qui existe depuis maintenant 18 ans. Et j'ose le dire, qui est à la fois la meilleure, la plus performante et la moins chère du marché. Qu'est-ce que c'est une lettre confidentielle d'information? C'est généralement de l'information qu'on ne trouve pas ailleurs et qui va être extrêmement chère. J'invite les auditeurs à regarder le prix des abonnements aux lettres confidentielles du groupe Indigo. Je crois que l'abonnement à Intelligence Online est monté à 15 000 €. Vous voyez, une autre lettre confidentielle qui s'appelle la lettre de l'expansion coûte 48 € le numéro. Et donc nous, on est à la fois effectivement la moins chère du marché parce que Emmanuel Ratier l'a voulu comme ça, c'est-à-dire il a voulu qu'elle soit accessible à tous, et en même temps la plus performante puisqu'on est les premiers à aller sur des sujets éminemment sensibles. Du temps d'Emmanuel Ratier, par exemple, a été révélée la liste complète régulièrement des membres du Club Le Siècle, l'actualité des loges maçonniques. Moi, personnellement, j'ai poursuivi le travail d'Emmanuel Ratier sur Le Siècle, mais aussi sur le Club des 100, qui est un vrai club élitiste. Ensuite, on a été les seuls à traiter intégralement l'affaire Epstein. Souvent, on voit sur les réseaux sociaux des gens demander la liste des clients d'Epstein, etc. Si vous voulez la liste des clients d'Epstein, vous commandez notre série sur l'affaire Epstein, avec tout le livre noir d'Epstein, les vols, les biographies des acteurs, la vraie histoire d'Epstein, comment ça a fonctionné, etc. Ensuite, on a été les premiers à aller sur le Great Reset.
le Great Reset dont tout le monde a parlé, on est les premiers à avoir dévoilé avant même qu'il soit traduit en français. Et puis, effectivement, on s'est lancé ensuite donc sur le coronavirus. Pareil, on avait tout avant tout le monde. Aujourd'hui, il y a plein de livres qui sortent de tous les côtés sur le Covid. Je relisais l'autre jour la série qu'on avait fait au printemps-été 2020. Enfin, honnêtement, on avait tout avec une biographie exclusive de Didier Raoult, toute la chronologie, enfin tout était annoncé, on avait tout annoncé, parce que c'est aussi ça une lettre confidentielle d'information, c'est aussi être capable de faire de la prospective. Et puis ensuite, on a enchaîné sur un vrai visage d'Emmanuel Macron, avec pour l'instant 2 saisons déjà parues. Qui sont le pacte de corruption et le mystère Brigitte Macron. Et à côté de ça, on fait effectivement des portraits, des biographies non autorisées, ce qui ne veut pas dire à charge d'ailleurs, mais non autorisées, de personnages émergents. Donc là, les grosses biographies. Dernièrement, on a fait effectivement Cyril Hanouna, dont on va parler, mais aussi François Ruffin, qui prend une place de plus en plus importante à gauche, puisqu'il est donné maintenant comme successeur de Jean-Luc Mélenchon. Et puis là, on va publier un portrait assez explosif d'un personnage de l'ombre de la Macronie, qui s'appelle Jean-Marc Borrello, qui est relativement inconnu du grand public. Et là, on a vraiment produit, je pense, un dossier énorme sur ce personnage, qui est éminemment sulfureux et donc je pense que si les gens connaissaient l'existence et le parcours, ce serait la révolution de demain. Donc voilà, c'est justement, est-ce que la spécialité de Fait Document, c'est de mettre en lumière toutes ces élites mondialisées qui en réalité qui sont les réels gouvernants de ce pays ou des États occidentaux? L'idée, c'est de ne pas être dans la surface des choses. Si je veux prendre une image, c'est essayer d'attraper, d'essayer de dévoiler la coulisse, de ne pas rester sur la surface des choses, mais aussi d'attraper, d'être sur le temps long en même temps, être dans l'actualité et sur le temps long, c'est-à-dire d'être à cheval entre l'actualité et l'écriture de l'histoire, puisque par définition, l'histoire est ensuite réécrite. Et justement, on essaye d'attraper l'époque. Si vous voulez, quand on fait un personnage, on dit qu'est-ce que ce personnage incarne dans l'époque. Pourquoi ce personnage maintenant? Si on était des universitaires de gauche, on dirait de quoi est-il le nom? Voilà. Et donc en fait, il y a quand même une dimension. Donc quand on fait un portrait, on va d'abord avoir effectivement le squelette, ensuite les os, puis ensuite on va mettre la chair, et puis ensuite on va essayer de comprendre ce qui anime le personnage et ensuite de comprendre ce qu'il incarne dans l'époque et pourquoi il a émergé. Et souvent, ça m'est vraiment arrivé souvent, des gens qui me disent bah écoute, je le connais, machin, c'est exactement lui. Et vraiment, quand on lit un portrait de Fait Document, bah, c'est comme si, c'est à peu près 10-15 minutes de lecture, bah, c'est comme si on passait vraiment un moment avec le personnage. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment, on essaye de comprendre son âme, quoi, ce qui l'anime au sens propre du terme. Oui, mais tu vois, c'est un journalisme qui n'existe plus parce qu'aujourd'hui, bon, alors certes, certains parlent de Bolloré, mais très en surface, mais vraiment expliquer qui sont ces élites, comment elles gouvernent, comment elles sont montées, leur pouvoir, ça, je remarque, hormis la lettre de Fait Document, personne n'en parle en France. Il faut dire que c'est un travail, mon prédécesseur Emmanuel Ratti est mort prématurément, et il faut dire que c'est quand même un travail de chien. On travaille tout le temps, ça implique d'avoir une veille très active et très poussée sur l'actualité, d'avoir un service d'archives très performant. Et aujourd'hui, on est dans une information qui est très, comment dirais-je, qui est dictée par l'instant, par le tweet, par la dépêche AFP. Et en fait, va se créer un double marché de l'information, c'est-à-dire une information extrêmement chère, comme je te l'expliquais, pour les insiders,
pour les gens qui sont au pouvoir, et puis une information cheap gratuite pour le tout venant, c'est-à-dire la dépêche AFP qui va être prise sur tous les sites des médias mainstream avec des accords avec Google, ce qu'on appelle les droits voisins, et avec une presse qui est complètement verrouillée par plusieurs systèmes, c'est-à-dire le conformisme de la profession via le système des écoles de journalisme. Ensuite, des journalistes qui sont titulaires de la carte de presse, qui est en fait une niche fiscale et qui sont payés donc par les propriétaires des titres, c'est-à-dire des oligarques, mais aussi par les aides à la presse, c'est-à-dire par l'État, et par le système des droits voisins, c'est-à-dire par les GAFAM. Et donc, on a une profession de journalisme, de journaliste qui est, pour ainsi dire, en voie d'extinction. La presse papier est complètement morte. Quand on voit les chiffres, c'est absolument effrayant, quoi. Donc nous, on survit et on maintient le cap dans ce contexte-là, en faisant notre travail de réinformation le plus poussé possible, le plus efficace possible. Et c'est vrai que souvent, d'ailleurs, je vois mes infos qui après circulent sur les réseaux sociaux. Bon, je ne suis pas forcément cité, mais je me reconnais avec des comptes d'ailleurs qui font vraiment leur beurre avec mes infos. Je citerai pas de nom, mais il y a vraiment certains comptes, c'est de façon très très nette, oui. Est-ce que sortir cette information est dangereuse? Et justement, c'est pour ça que toi, tu gardes aussi ton anonymat, enfin pas anonymat physique, on ne peut pas te voir. Écoute, on en parlera tout à l'heure par rapport à Brigitte. On ne sait pas ce qui est dangereux par définition avant de le faire. C'est ça qui est surprenant, c'est que des fois, par exemple, je fais un portrait et en fait, je vais voir quelques semaines après un portrait paraître dans les Échos ou dans Le Point qui, disons, va intégralement reprendre mon portrait, mais en enlevant tout ce qui est gênant. Voilà. Donc, des fois, on est repompé et on a fait le travail pour les autres. En même temps, ça permet à la personnalité de savoir qu'est-ce qu'il y a sur lui, jusqu'où ça peut aller, etc. Ça me l'a fait pour Thierry Déo, par exemple. J'avais fait un portrait assez poussé de Thierry Déo, qui est un personnage de l'ombre qui est intervenu sur ce qu'on appelle le nouveau Suez, c'est-à-dire l'opération Suez-Veolia, et ensuite dans les Échos est sorti un gros portrait de Thierry Déo qui était mon portrait mais avec toutes les informations gênantes en moins. Donc ça c'est assez bon, voilà, ça nous arrive assez souvent. Et c'est pas des portraits à charge, hein, c'est pas du tout des pamphlets, c'est vraiment moi j'ai par exemple j'avais fait un portrait de Léa Salamé, un ami de Léa Salamé m'a dit mais c'est elle. J'avais fait Marcard, un type avait bossé avec Félix Marcard, il m'a dit c'est lui. Là récemment on a fait un portrait d'André Berkoff, un proche ami d'André Berkoff m'a dit mais c'est lui quoi. Tu l'as quoi. En fait c'est un peu voilà c'est une belle récompense quoi quand on me dit bah voilà c'est lui. Dis-moi, toi tu es à l'étranger, tu vois ce qui se passe en France là. Tu as des petits commentaires à faire sur ces fameuses émeutes. Tiens, comment est traitée justement l'information ailleurs sur ces émeutes? D'abord, je me suis installé à l'étranger. Justement, on parlerait d'informations dangereuses en fin 2017, donc peu après l'élection d'Emmanuel Macron, parce que là, j'ai vu vraiment que le pouvoir se raidissait. D'ailleurs, tout le monde l'a compris depuis, puisque les Gilets jaunes ont eu les yeux crevés, des dissidents sont incarcérés, d'autres sont contraints à l'exil, etc. Moi, je l'ai perçu tout de suite parce que j'avais sorti un dossier qui s'appelait un palais à vendre, point d'interrogation, qui était un bail relatif à un palais qui s'appelle le palais d'Arolfa dans la Palmeraie de Marrakech. Ce bail sous-entendant que Macron était possiblement propriétaire de ce palais dans la Palmeraie de Marrakech. Et à ce moment-là, après la sortie du dossier, la société
domiciliation de faits et documents qui était chez les parents d'Emmanuel Ratier, qui était un manoir en Normandie. J'ai jamais vu un endroit aussi humide. Avait été visé par un incendie. Mais vraiment, 2 jours après la sortie du dossier. Par la suite, j'avais été suivi, enfin, je me rendais compte que j'étais suivi dans la rue, mais pas discrètement, vraiment suivi de façon menaçante, quoi. C'est-à-dire, on sait qui tu es, voilà. Donc, j'étais suivi. J'avais un contact qui m'avait informé à ce moment-là que j'avais été placé sur écoute dès 2016. Et en plus, donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est quand même... en plus, bon, pour des raisons aussi privées, et puis sur le coup de la vie aussi à Paris, hein, on fait toujours les choses pour plusieurs raisons. Je me suis installé en Italie. Et par la suite, Fait et Documents a été transféré dans une autre société, et mon adresse, je dirais officielle, c'est chez mes parents. Et ensuite, mes parents ont été menacés une nuit, alors qu'ils ont une porte blindée. Donc, ça veut dire que les équipes qui ont réussi à rentrer étaient vraiment des professionnels équipés. Voilà. Et ils ont été menacés pendant la nuit par des gens qui sont rentrés, qui n'ont rien volé. Enfin, c'était vraiment purement de la menace, quoi. Donc, on est rentré dans quelque chose avec depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron qui est sans commune mesure avec les pressions qu'on pouvait recevoir dans le passé. C'est devenu complètement irrespirable et dangereux, voilà. Donc les émeutes, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah donc oui, donc c'est ça la question. Donc je suis installé en Italie. Donc en fait, dès lors qu'on arrive en dehors de France, parce que j'avais toujours vécu en France et je me suis installé à l'étranger. Et quand on s'installe à l'étranger, on découvre rapidement, c'est-à-dire qu'on a une sorte de sas de décompression, puis on découvre qu'en vérité la France vit sous cloche, c'est-à-dire que c'est un univers à part sur Terre où il se passe des choses qui ne se passent nulle part ailleurs. Il faut quand même avoir conscience de ça. C'est-à-dire que la situation, un peu aux États-Unis et un peu en Grande-Bretagne, et sans doute pour les mêmes raisons d'ailleurs, mais c'est vraiment très 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 particulier. Et là, encore une fois, bon, sur les émeutes, c'est encore un symptôme de la destruction de la France et de son peuple. Puisque maintenant, c'est les Français qui sont visés parce qu'ils sont Français, comme on dit. Donc, une destruction de la France et de son peuple par une petite caste qui est au pouvoir et qui a tout fait pour favoriser, je dirais, sciemment cette situation. Et aujourd'hui, on voit des hordes de pillards attaquer un commerçant. Dans quel pays un commerçant peut voir son affaire ruinée en une nuit avec un État qui est l'État qui prend le plus de taxes? C'est-à-dire que les Français sont les gens qui payent le plus pour avoir un État performant et qui et donc c'est un État défaillant et prédateur. C'est quelque chose de fascinant. C'est-à-dire qu'on paye le plus d'impôts pour avoir un État qui protège et on est les moins protégés. J'avais un ami qui était dans la restauration qui me disait, il était venu en Italie, il m'avait dit, mais tu crois que si je m'installe en Italie, la mafia me prendra plus d'argent que l'État français? Voilà. Donc c'est vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus de destruction de la France et de son peuple. Et j'ai mis longtemps à le comprendre et je pense fondamentalement que c'est parce que la destruction de la France et de son peuple est une condition sine qua non à la destruction du catholicisme en particulier et de la chrétienté en général, puisque... J'en ai parlé avec Alain Soral et je lui ai demandé justement, est-ce que c'était une guerre de religion, c'est-à-dire le protestantisme anglo-saxon contre le catholicisme romain? Et visiblement, il avait l'air d'être d'accord avec moi, pour le coup. Et si tu veux, je pense que cette idée s'est précisée avec l'incendie de Notre-Dame de façon évidente. Voilà. Faut jamais oublier l'incendie de Notre-Dame sur lequel on a publié, encore une fois, le dossier de référence. J'ai eu beaucoup de retours de gens en responsabilité qui m'ont vraiment
remercier pour ce dossier-là. Et je pense qu'il y a un agenda de destruction de la France, destruction du peuple français. Rien ne justifie, par exemple, une immigration pareille. Rien ne justifie les statistiques. Alors, les statistiques, par exemple, on est le seul pays où, par exemple, il n'y aurait pas de statistiques ethniques. Donc, on dit il n'y a pas de statistiques ethniques. Alors, les gens qui font des recherches vont aller voir les statistiques de la drépanocytose, puisque c'est une maladie qui touche essentiellement les populations d'origine africaine. Et donc, ils vont faire des graphiques qui montrent effectivement que la France est en train d'être envahie. C'est factuel. Et à ce moment-là, qu'est-ce que fait le ministère de la Santé? Eh bien, il généralise le dépistage de la drépanocytose, alors qu'on sait très bien que les Blancs n'ont aucune chance d'avoir la drépanocytose. Comme ça, on étouffe la réalité, on masque la réalité. Là, quand même, l'INSEE a publié des chiffres qui disent qu'il y a entre 7 et 8 millions d'étrangers en France et 19 millions de Français à 3 générations d'immigrés. Donc ça veut dire que on est dans enfin, quand on dit grand remplacement, alors c'est pareil, la grande presse nous dit c'est une théorie du complot. Et en plus on fait venir des masses et des millions de gens chez qui on cultive la haine de la France. Et là, on a encore vu avec la mort de ce jeune à Nanterre, immédiatement Macron prendre parti contre la police, l'Assemblée nationale faire une minute de silence, et évidemment, ce que Jean-Pierre Chevènement, qui est quand même un homme de gauche, appelait jadis les sauvageons, ont senti une faiblesse. Hein, et il y a quelque chose d'animal là-dedans. On sentit une faiblesse et ont attaqué. Et évidemment, alors Mélenchon fait semblant de croire que c'est un mouvement social. Évidemment que ce n'est que du pillage. On voit, enfin, tout le monde a vu les images. Là, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, dans certaines couches de la population qui étaient épargnées, on voit malgré tout une prise de conscience du problème. Et effectivement, on ne sait pas où ça va aller. Moi, je pense que ça va se calmer. Alors, cela dit, qu'est-ce que c'est que la réaction de l'État? Alors, normalement, si tu es au pouvoir, tu dis, bon, on a eu un problème d'immigration, il va falloir le régler. D'accord? En plus, le problème de l'immigration sera assez facile à régler puisqu'il y a des sondages qui sont jamais commentés, mais il faut savoir que 70% de la diaspora africaine en France, dans tous les sondages le prouvent, expliquent qu'ils se verraient bien retourner en Afrique dans les 10 ans qui viennent. Donc, ça veut dire qu'en vérité, les Français, sur tous les sondages depuis les années 80, sont à 70 ou 80% opposés à l'immigration. Quand on questionne les immigrés africains, à 70%, ils disent qu'ils se verraient bien retourner en Afrique. Donc, en fait, tout le monde est d'accord. Donc, en fait, il y a juste une situation pourrie et aujourd'hui extrêmement dangereuse et qui paralyse le pays, puisque on va voir comment on peut plus rien faire en France. C'est-à-dire que la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions, ça a été un massacre. Là, il y a les JO en 2024. On ne sait pas comment ça va se passer. Ça va être aussi. Mais dis-moi, tu as parlé de destruction. Est-ce que Hanouna, parce que c'est aussi la thématique de cette vidéo, fait partie de cette destruction du pays? De façon évidente, on est sur un processus de destruction de l'intelligence. Là, il n'y a pas, c'est pas très compliqué à constater. Alors, pourquoi on s'est intéressé à Hanouna? D'abord, c'est bon, il y a quand même quelque chose de vulgaire dans le personnage, mais je me suis intéressé à Hanouna parce que je lisais des choses dans la presse, puisque la presse attaque beaucoup Hanouna, mais qui n'était pas juste. C'est-à-dire que l'attaque était de dire que Hanouna serait le fourrier de l'extrême droite, pour ainsi dire, par le truchement de Vincent Bolloré. Or, il a quand même des liens avec Vincent Bolloré, puisqu'ils ont une société commune. Oui, alors d'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, il est proche surtout du fils Bolloré, Yannick, beaucoup plus que du père. Ensuite, le père, on ne va pas rentrer dans la bolloréologie médiatique, mais pour faire simple, c'est un oligarque qui est donc intégré à la structure du capitalisme d'État, de connivence et quelque part de prédation française, puisque c'est un capitalisme, il faut comprendre que le capitalisme français, c'est un capitalisme d'État et un capitalisme de connivence. Et ce qui pourrait être, ce qui est le cas dans beaucoup d'autres pays, y compris en Russie ou en Chine. Mais là, c'est un capitalisme qui n'est
à aucun moment orienté vers l'intérêt général. Et malgré tout, Vincent Bolloré participe de ce système dans lequel il a prospéré. Et en fait, c'est un personnage qui est pris entre deux feux, c'est-à-dire qu'il a une foi catholique que je crois sincère, et qui sait qu'il est vieux et qui sait qu'il est plus difficile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'aller au paradis. Et en même temps, il a cet impératif de léguer son empire à son fils, Yannick. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça. Alors après, ensuite, quand on dit Bolloré, c'est de l'extrême droite, je suis désolé, quand on regarde le contenu de CNews, c'est ce que faisait TF1 il y a 20 ans avec Charles Villeneuve. D'ailleurs, on voit beaucoup de gens de TF1 d'il y a 20 ans, comme Pascal Praud, comme Jean-Claude Dacier, qui sont aujourd'hui sur CNews, comme des gens qui étaient à Canal+, il y a 10 ou 15 ans, comme, comment s'appelle-t-il, quotidien, là, Yann Barthès, qui, eux, sont partis sur le groupe TF1. Donc, donc la presse fait un délire avec Bolloré. Aujourd'hui, là, au jour où on parle, le JDD n'est pas paru parce que, soi-disant, Geoffroy Lejeune serait d'ultra-droite et que le JDD, etc., etc. Bon, tout ça est délirant. Alors qu'en vérité, Cyril Hanouna répond à un impératif du pouvoir qui est devenu un enjeu important avec le discrédit de la parole publique et de la parole médiatique officielle, qui est comment on s'adresse au peuple. Voilà, ça c'est comment Macron, si tu veux, il peut adresser des messages au peuple. Et donc, Cyril Hanouna va être ce véhicule, sous couvert de laisser la parole à tout le monde, etc. Mais l'émission est très... on trouve Hanouna est embarqué dans la communication gouvernementale, de façon... Oui, parce que regarde, souvent les gens disent, même Myriam Palomba m'a dit, ah ouais, mais il donne la parole à tout le monde. Mais il est écrit, en tout cas dans ton article, qu'il donne la parole à tout le monde pour affaiblir tout le monde. C'est-à-dire que quand il fait venir des, entre guillemets, ce qu'on appelle les complotistes, c'est pour les affaiblir. Lorsqu'il fait venir Génération Identitaire, c'est pour les affaiblir. Il ne donne pas la parole en se disant, oui, c'est la liberté d'expression. Ben non, le type qui arrive, il est en terrain hostile. Et puis tu remarqueras que Myriam Palomba, chez Cyril Hanouna, n'a jamais abordé les sujets qu'elle a par exemple abordés chez toi. On en reparlera tout à l'heure. Que par exemple, Gérard Fauré a été coupé au moment où il allait aborder Emmanuel Macron, qu'ensuite il va inviter des intervenants sur certains sujets qui sont pas forcément les mieux qualifiés pour parler de ce sujet-là, et souvent pour les pourrir. Et en vérité, tout ça est documenté. Je veux dire, il est en liaison avec les ministres, et puis voilà. Et puis il le dit lui-même. Je parle au téléphone avec Macron, voilà. On organise le truc. Voilà, il est embarqué dans la communication gouvernementale. Et alors surtout, donc d'abord c'est pour ça que j'ai parlé d'Hanouna. J'ai fait ce portrait très documenté, si tu l'as lu. Alors un petit instant, je te coupe un petit instant parce qu'on a reçu $15 de Cassie et Dorian qui ont été déjà invités et qui viennent des États-Unis et que je remercie, et qui te posent la question: qui se cache derrière la destruction de la France? Pourquoi la veulent-ils? Alors fini, et après tu réponds. On enchaînera après là-dessus. Voilà. Attends, je note. Donc, voilà, qui se cache derrière la destruction et donc pourquoi surtout, alors, la veulent-ils? pour finir sur Hanouna, il y avait un gros non-dit dans les portraits de presse qui était toujours Hanouna menace les gens, etc. Je vais venir, je vais te brûler les couilles, etc. Enfin voilà, on imagine le truc en disant toujours aux gens, tu sais pas qui j'ai derrière moi. Et les journalistes rapportaient ça sans jamais citer qui il a derrière lui et de quoi les gens qui critiquent Hanouna ont peur et pourquoi ils ne le critiquent pas en public alors qu'ils le critiquent en privé. Et tout ça est intervenu dans un contexte où il y a un complément d'enquête qui rend fou Cyril Hanouna, puisqu'il a menacé complément d'enquête de disparition, etc. Quand je mets mon nez dedans, en général, ça disparaît, etc. Et ce complément d'enquête a été annoncé en janvier. Il devait être diffusé au printemps. Finalement, la chaîne l'a décalé une première fois en juin. Et puis en juin, ils l'ont décalé encore en septembre. Et en fait, le complément d'enquête va sur le gros non-dit de la biographie de Cyril Hanouna, qui est le lien avec le milieu. Et c'est en ça que Cyril Hanouna, d'ailleurs, est quelqu'un d'intéressant, c'est qu'il est à la fois connecté à l'Élysée
et en même temps avec les bas-fonds. D'ailleurs, c'est ce qui fait la Quand tu spécificité. dis le milieu, c'est quoi? C'est le grand banditisme? La pègre, voilà, faut parler clairement, mais il s'en cache pas. Je veux dire, Donc Hanouna est lié à la pègre. quand on voit Marco Mouli sur son plateau, lui a animé la bar mitzvah de Marco Mouli, etc. Enfin, je veux dire, ça lui pose pas de problème. C'est assumé. Bon, après, il y a d'autres noms que nous on cite, et en fait, Hanouna a très peur que Complément d'enquête aille sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, Cyril Hanouna a gagné beaucoup d'argent et a parfois été en affaire avec ces gens-là, et on peut s'interroger, et d'aucuns s'interrogent, de savoir si derrière cette multitude de sociétés, tous azimuts, parfois en sommeil, qui mettent la clé sous la porte, il n'y aurait pas éventuellement du blanchiment d'argent. Voilà. Il y a le chanteur John Maman, avec qui il est associé sur plein de sociétés. Voilà, qui a été cité dans une affaire effectivement de blanchiment d'argent. Et il y a d'autres noms que je laisse les lecteurs, ceux qui liront notre portrait de Cyril Hanouna, découvrir. Sur ce pouvoir, oui, alors ce pouvoir, c'est bon, moi j'ai fait un dossier qui s'appelle le pacte de corruption, où justement on rentre vraiment dans ceux qui ont fait Macron, puisqu'en fait Macron, c'est un personnage très intéressant. Certains pensent qu'il est tenu. Moi, je ne pense pas qu'il soit tenu. Je pense qu'il est partie prenante au plus haut niveau de cet agenda de destruction de la France. Il ne s'en cache pas, la France doit être dissoute dans l'Europe et dans l'Afrique. Il veut dissoudre la France. Vraiment, c'est le discours de Marseille qui est réapparu ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Pourquoi je dis qu'il est partie prenante au plus haut niveau? D'abord, c'est Klaus Schwab qui nous l'a dit. Klaus Schwab, qui l'a intronisé Young Global Leader et qui lui-même est le président du Forum de Davos, nous dit bien Macron est celui qui doit nous emmener dans le monde d'après. C'est lui. Il nous dit c'est l'élu. Alors que des Young Global Leaders, il en a partout. Mais il ne nous parle pas de Trudeau, il nous parle pas. Non, il nous parle de Macron. J'ai trouvé aussi étonnant, quand il y a eu la perquisition chez Donald Trump par le FBI, que Donald Trump ait un seul dossier individuel, et ce dossier individuel était sur Emmanuel Macron. On se dit, Macron, personne ne sait qui il est aux États-Unis. Personne, tu fais un radio-trottoir aux États-Unis, personne ne sait qui est Macron. Or, Trump, qui a tout l'État profond américain contre lui, avec les vrais faux alliés du Parti républicain, prêts à lui mettre un coup de poignard dans le dos, plus la presse, plus etc. Il pourrait avoir des dossiers sur n'importe qui ou sur n'importe quel autre dirigeant mondial. On pourrait penser, tiens, il y a une rivalité avec la Chine, il va avoir un dossier sur Xi Jinping, etc. Enfin, voilà. Non, c'est sûr, Emmanuel Macron, qu'il avait un dossier individuel et uniquement sur Emmanuel Macron. Et tout le monde ressent qu'Emmanuel Macron est tout à la fois l'instrument et partie prenante et l'apothéose de cette destruction, à tel point qu'un universitaire qui s'appelle Gaël Giraud, qui avait très bonne presse, dont on nous expliquait que c'était le nouveau génie de l'économie, il a fait une interview sur la chaîne YouTube Thinkerview en expliquant que Macron était l'instrument des Rothschild pour accomplir, d'une vengeance des Rothschild pour accomplir une destruction de la France. Eh bien, le type a été cancellé, c'est-à-dire qu'il a disparu, on a épluché toute sa vie a été épluchée, aujourd'hui il est réfugié à l'étranger, toute sa vie a été épluchée, et il y a eu une campagne de presse avec un énorme article dans Le Monde, le détruisant définitivement. Le type a été cancellé. Là, on voit aussi d'autres personnages qui ont osé aller sur ce terrain-là, comme Jean-Philippe Tanguy. Lui, c'est un autre truc, il a été retourné. C'est-à-dire qu'ensuite, il a fait alors que lui venait d'Alstom, donc lui avait vécu la destruction d'Alstom, qui est en fait comment Macron a vendu l'indépendance énergétique de la France. Enfin, c'est pas rien. Il faut quand même comprendre que l'affaire Alstom, vous prenez n'importe quel autre pays, des États-Unis à la Chine, en passant par la Russie, Israël ou l'Algérie, le type qui a fait ça est arrêté et fusillé pour haute trahison.
Clairement. Le type ici, il a été promu, élu, et il est incriticable. Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est ce caractère incriticable. Et ça, je l'avais compris parce que j'ai longtemps sous-estimé Macron, et j'avais compris ça en 2018 à la faveur d'un portrait de Pinault qui était paru dans le magazine du Monde. Et dans ce portrait, Pinault disait oui, de toute façon, Macron ne comprend rien au peuple. Bon, c'est pas non plus une attaque très violente. Enfin, c'est presque même un lieu commun, c'est une banalité. Macron ne comprend pas le peuple, bon, c'est une banalité. Eh bien, le lendemain, dans le JDD, il a été obligé de s'excuser. Et là, je me suis dit, attends, Pinault peut pas dire la moindre chose sur Macron. Et donc, Jean-Philippe Tanguy, lui, avait été allé effectivement sur le fond de ce qu'est le macronisme devant les caméras de LCI, et il a été retourné. Et maintenant, il a animé une commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères, expliquant grosso modo que pour démonter Fillon et ses liens avec la Russie, Marine Le Pen a été obligée de s'expliquer. Enfin, il a été retourné. Et quand même, malgré tout, alors une petite lumière dans la pénombre, c'est quand même Emmanuel Todd, qui est sans doute l'intellectuel français le plus reconnu à l'étranger, qui est un intellectuel français d'envergure internationale, qui dans Marianne a osé dire que le problème, c'est-à-dire ce que nous vivons actuellement en France, était sans doute à aller chercher dans l'enfance de Macron. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.